Bonjour, bienvenue au premier séminaire webinaire Tourisme Innove. Donc un petit mot d'introduction avant de commencer. Donc c'est la première fois que des webinaires sont consacrés à l'innovation touristique en PACA et peut-être en France. On n'en a pas identifié encore, donc on est très heureux de lancer cette série de webinaires. Donc vous allez assister, les règles du jeu, vous allez assister à une présentation de 20 à 30 minutes, pendant laquelle vous pourrez poser des questions en fait. Vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau, donc à l'intervenant, en direct, ce qui va vous permettre d'approfondir et de compléter les éléments que vous aurez pu découvrir aujourd'hui. Alors sachez également que ces webinaires s'inscrivent dans un dispositif qui est plus large, plus complet et qui comprend une série de 4 ateliers laboratoires d'une journée qui auront lieu en novembre et dont je vous parlerai à l'issue de ce webinaire. Mais commençons dès maintenant à accueillir Jérôme Jarmasson. Bonjour. Dirigeant de la société Canopé, et qui se définit comme une société à 360 degrés dans le tourisme, et qui va vous parler aujourd'hui donc du numérique et design, outils pour innover dans le tourisme. Jérôme, bonjour. Bonjour Nicolas. Pour vous présenter en quelques mots, vous avez suivi un cursus d'école de commerce en France et aux États-Unis, avant d'occuper les fonctions de responsabilité commerciale et marketing pour Perrier, Vittel, Nestlé. Puis, vous avez par vocation lancé plusieurs entreprises en coopération avec votre frère d'ailleurs notamment, si je suis bien informé. Vous êtes bien informé. Merci. Réceptif touristique sur la Côte Bleue près de Marseille, une zone commerciale et bien entendu Canopé. Canopé qui vous a permis de modéliser, de prototyper des innovations de design et de service dans l'univers du tourisme. Absolument. C'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui sur on va dire tout ce qu'on a pu réaliser dans cet univers-là, dans l'univers du design, du numérique et du tourisme. Voilà, je rajouterai la dimension numérique. C'est vrai que d'avoir monté plusieurs affaires parallèlement à l'activité de design et de communication, ça nous permet aussi de pouvoir prototyper et tester en situation réelle des projets ou des opérations ou des actions. Et ça ne nous empêche pas, par ailleurs, de réfléchir et de créer avec nos clients, avec nos partenaires et de co-créer dans différents domaines. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur de la thématique d'aujourd'hui, on a déjà des questions en fait, et ce qui va nous permettre de mettre le pied à l'étrier. Et on a un des internautes qui nous demande qu'est-ce qu'on entend précisément par design aujourd'hui. Jérôme. Alors si je vais faire une petite définition du design, je ferai peut-être un parallèle entre le marketing et le design. Le marketing, ça permet de poser des questions à des panels, à des gens, pour savoir à peu près ce qu'ils ont en tête, comment ils perçoivent, comment ils reçoivent un produit, une innovation, un service. Mais cette démarche-là permet à la rigueur de répondre assez basiquement à ces enjeux-là. Si on avait demandé à des personnes, est-ce que vous auriez besoin d'un iPhone, ou qu'est-ce que serait pour vous un téléphone, ils n'auraient jamais répondu tout ce qu'on peut trouver sur les services d'un objet designé de cette manière-là, avec les services qui vont derrière, les interfaces qu'on a dessus, etc. Donc dans la démarche de design, il y a quelque chose qui est central, c'est les usages, on va dire le user experience, comme on dit en anglais, ou l'expérience utilisateur en français. Cette expérience utilisateur, elle est dans le design central pour pouvoir développer à la fois des services, développer des produits, développer des concepts d'accueil. Le design, c'est vraiment placer l'usager et les usages au cœur de ce qu'on a envie de faire. Et c'est la personnalité du designer qui à un moment aussi va donner une touche plus humaine, on va dire, à l'innovation. Oui, c'est bien, on remet quand même le client et l'utilisateur au centre donc de cette problématique. Jérôme, qu'est-ce que vous nous avez prévu comme menu aujourd'hui? Alors au menu de la journée, on a une entrée avec quelques chiffres clés sur l'univers du tourisme, tout ce qui va être définir un peu le périmètre de ce dans l'univers du tourisme, on définira nous comme micro ou comme macro, avec en grande tendance, on va dire que tout ce qui est macro, c'est ce qui va relever du territoire et de son autre activité, et ce qui est micro, c'est ce qui peut relever des réceptifs, du contact direct avec la personne qui est en visite. Et en dessert, on finira par quelque chose, une petite synthèse en fait sur tout ce qui est frein et accélérateur,
pour pouvoir innover, designer dans l'univers du tourisme ou dans d'autres univers aussi. Alors on restera sur la note sucrée de l'accélération, je pense, de l'innovation, j'espère, sur la fin. Et peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut lancer une vidéo témoignage en fait de ce qui s'est passé sur votre expérience propre et la participation à une série d'actions Tourisme Innov 2014. On choisit sa carte postale, donc on peut ajouter du texte. C'est l'un des secteurs économiques les plus porteurs du territoire, le tourisme, un patrimoine unique en France dont il faut sans cesse assurer la promotion avec de nouveaux outils. C'était le challenge de l'agence de design Canopé qui repensait totalement l'office de tourisme d'Aix autour du numérique. On va continuer donc notre menu de la journée. En entrée, ce qu'on a prévu, ce que je vous ai prévu, c'est des éléments de contexte par rapport à l'impact du numérique dans la filière tourisme. Donc il y a un petit graphique qu'on va pouvoir vous présenter avec, on va dire, les différents secteurs d'activité. Là, on voit que le tourisme est vraiment au top de l'impact, on va dire, du numérique sur son activité, vraiment sur tous les plans, que ce soit sur le réceptif, que ce soit en micro, que ce soit en macro, que ce soit sur place. Le numérique a impacté le secteur du tourisme. Juste derrière, on va trouver les médias. On sait très bien qu'effectivement, à l'heure actuelle, la presse a énormément de mal à trouver un modèle par rapport au développement du numérique. On va trouver la banque aussi, les banques de détail qui se développent aussi pas mal en ligne, la distribution qui développe aussi pas mal de choses. Ensuite, on aura la santé, l'agriculture et la construction. Même si dans la construction, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger sur l'impact du numérique pour pouvoir modéliser des bâtiments futurs et puis aussi pour, on va dire, organiser la vie et la gestion du bâtiment. Il y a pas mal de choses à faire dans l'univers numérique. On en parlait effectivement à midi, il y a des choses à développer. Mais c'est vrai, effectivement, le tourisme aussi fait la une de l'actualité avec son évolution et l'impact du numérique sur ce secteur. Absolument. Tous les jours. Oui. Et le tourisme, on va le voir avec quelques chiffres qui normalement frappent assez fort. Donc c'est la place de l'internet dans la préparation d'un séjour, par exemple. Bon, 91% des jeunes, ce qu'on voit à l'écran, préparent sur internet leur séjour. C'est 71% pour la moyenne française, donc vraiment ça recoupe toutes les classes d'âge. On peut pas se dire les jeunes ils font des trucs sur internet et puis les autres générations ça les intéresse pas. Ça touche vraiment toutes les générations. L'outil numérique c'est devenu aussi carrément le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'on va réserver, on va payer en ligne. Et là maintenant on voit que 45% des services peuvent être payés ou réservés en ligne, donc on voit carrément ça monter d'année en année. Et un autre phénomène, c'est la mobilité qui vient se rajouter à ça, où 35% des connexions actuelles se font via des smartphones. Et puis il y a la multiplication des écrans avec les tablettes tactiles, où on a des ventes maintenant de tablettes tactiles qui dépassent les ventes des ordinateurs. Donc on voit que les situations d'être en contact avec un univers numérique varient et sont de plus en plus complexes, on va dire, à appréhender pour un professionnel ou pour des gens qui sont dans cette activité-là, où c'est difficile d'y voir clair et difficile de trouver sa voie avec tous ces changements qui se percutent les uns les autres avec les innovations et nouveaux acteurs arrivant. Et comme vous le disiez, ça impacte toutes les générations. Oui. Et ça impacte absolument toutes les générations. Donc après, on peut se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir développer avec l'impact du numérique dans le secteur du tourisme. Alors, c'est quelques exemples en fait de bénéfices qu'on peut trouver. Ça peut être l'automatisation de certaines tâches, comme par exemple les réservations en ligne, la distribution de clés ou des choses comme ça. Ça peut être tout ce qui est visibilité, parce qu'on voit bien que si on n'est pas visible sur la toile, bon, on a du mal à être visible, mais la toile, ça vous permet d'être visible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où que vous soyez sur Terre, pourvu que vous ayez un réseau Internet. Donc la visibilité explose et on arrive à construire ce qu'on appelle effectivement ce village planétaire, dans lequel il faut arriver à trouver sa place pour pouvoir exister. On a même d'autres experts qui disent que si vous n'êtes pas visible sur la toile, vous n'existez pas. Là, on voit bien que si on n'est pas, pour 70% des gens qui visitent la toile, déjà il nous reste plus que 30%, et puis si vous n'avez pas des canaux alternatifs pour être sur ces 30%, effectivement vous êtes plus nulle part. Donc ça, c'est vrai que c'est des changements qui révolutionnent complètement l'univers du tourisme. Ensuite, on peut rendre ces offres complètement accessibles. Voilà, elles peuvent être accessibles tout le temps, de nuit et de jour, 7 jours sur 7, d'un bout de la Terre à l'autre. On peut personnaliser ces offres, et ça c'est vraiment un atout aussi important du numérique. C'est qu'on peut vraiment
avoir des services, enfin, à l'heure actuelle, on peut, si on veut faire une visite du Pays d'Aix en 2 chevaux, par exemple, on peut faire la visite du Pays d'Aix en 2 chevaux, ça poserait aucun problème. Il y a des offres qui sont faites là-dessus. En parlant effectivement de visite d'Aix en 2 chevaux, on me demande, j'ai un internaute qui me demande, avez-vous un exemple ou deux d'innovation touristique vraiment décalée et inattendue? Des décalés et inattendus. Ouais, moi je pensais, bon, la visite en 2, ça peut être des visites avec des combis Volkswagen aussi. Après, il y a des visites très pointues. Je sais pas, il y a des gens qui peuvent être intéressés que par le Moyen-Âge, ils peuvent avoir leur visite thématique, pourquoi pas, sur le Moyen-Âge. Il peut y avoir des séjours qui sont organisés avec des repas médiévaux, avec des costumes médiévaux, avec des lieux qui s'y prêtent. Enfin, sur le côté personnalisation et du coup aller chercher la cible et le segment très personnalisé, Internet pour ça est un magnifique outil pour arriver à trouver son segment. Et j'avais vu également une démonstration de discrépance sur Aubagne avec des visites effectivement en réalité augmentée qui remettaient dans le contexte historique en fait de la route de Pagnol, hein, si je me rappelle bien. Effectivement, ça peut être assez inattendu et la technologie permet aussi cette plongée dans le temps et remonter dans le temps, voire cette projection dans le futur, j'imagine. Absolument. On peut remonter dans le temps, se projeter dans le futur. On peut avoir la ville d'hier, on peut avoir la ville d'aujourd'hui. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a l'information qui est aussi toujours localisée, c'est-à-dire qu'on peut très simplement savoir ce qui va se passer autour de chez soi, à quelle heure et comment. Et ça, c'est souvent des notions de services à mettre à disposition des gens qui viennent vous voir, mais on n'y pense pas toujours. Donc après ces éléments de contexte, il y a, on va dire, quelques innovations, quelques exemples en fait que je vous ai présentés de ce qu'on a pu développer au sein de l'agence dans différents domaines. Donc macro pour tout ce qui est pour nous les territoires, pour participer à l'attractivité du territoire et à sa connaissance. Donc après on a un certain nombre d'exemples qu'on peut... Ah oui, je veux bien que vous développiez justement cette, on va dire, interconnexion entre le territoire et les projets touristiques, puisqu'effectivement ça a été la construction de votre présentation entre les projets macro territoriaux, on va dire, et les projets micro qui s'inscrivent sur des projets plus d'entreprises au sein du territoire. Donc ça c'est intéressant peut-être d'expliquer justement votre vision en fait de cette organisation touristique. Bah, le tourisme, c'est une espèce de continuité entre. Enfin, on a beau avoir, si on a un lieu magnifique, mais au lieu d'un territoire qui est absolument pas attractif, c'est bien gentil, mais du coup, c'est difficile de faire venir du monde. Et à un autre côté, avoir un territoire fantastique, faire venir du monde dans un lieu qui est pas forcément adapté ou des services que les gens n'attendaient pas, ça permet pas non plus de fidéliser. Donc vraiment, le tourisme, c'est un secteur dans lequel la cohérence entre l'image du territoire, son attractivité et les capacités d'accueil ou ce qu'on a à y faire sur place et la cohérence entre l'image du territoire et ce qu'on présente du territoire sont vraiment importants. Et là, on a quelques exemples d'innovation dans l'univers du tourisme qui nous permettent de donner quelques petits éclairages territoriaux sur ce qu'on a pu faire. Nous, on a une ligne éditoriale en fait qui est du virtuel au service du réel. Et surtout, ce qu'on développe, on essaie de se tenir à cette ligne éditoriale sur, on va dire, les éditions de nos projets. Là, par exemple, c'est un projet qui allie authenticité et modernité. Là, c'est une carte qui est dessinée à l'ancienne. Et cette carte dessinée à l'ancienne, elle est orthonormée. C'est-à-dire qu'on peut la calquer sur un Google Earth et on va avoir l'emplacement des villes. On va pouvoir calculer les itinéraires pour aller d'un endroit à l'autre ou trouver un musée réceptif. Donc là, on a à la fois une illustration ancienne qui nous donne une idée des volumes, une idée de l'organisation des villes et du paysage, grosso modo. Et derrière, il y a tous les services numériques qui sont attachés à ce qu'on va pouvoir retrouver à partir de cette carte-là. Ensuite, il y a un autre exemple, en fait, ça c'est pour le parc de Camargue. Là, c'est un écran tactile qui fait 2,50 m par 1,50 m. Et l'avantage du tactile, on le voit à plusieurs niveaux, c'est que vraiment c'est transgénérationnel. Vraiment de 7 à 77 ans, il y a une appétence pour jouer avec un écran tactile. Pourquoi? Parce qu'on peut zoomer, dézoomer facilement. Donc quand on est senior, des fois qu'on a des petits problèmes de vue, ça va très bien. Et ça reste ludique si on est un natif numérique. C'est un partage. Donc on peut partager, exactement. Et cet écran-là, il est intéressant parce qu'on a à la fois de la navigation
individuel, donc, et en faisant un signe magique sur cet écran, on peut basculer avec un affichage grand format, et du coup avoir un médiateur qui, face à une classe de 20, 30, 50 élèves, peut expliquer le territoire d'hier, le territoire d'aujourd'hui, expliquer avec ce qu'on appelle du data design, c'est-à-dire de la donnée mise en forme, tout ce qui peut se passer sur ce territoire ou tout ce qui s'est passé sur ce territoire. Donc ça donne un accès un peu plus... D'accord, ça facilite l'interaction quand même humain-numérique en fait finalement. L'idée, oui, c'est que le numérique soit au service de la relation entre les humains. Souvent, un écran peut faire les deux, il peut se mettre entre cette relation-là. Et je trouve que c'était un peu le défaut des Google Glass en fait, où on se trouve du coup coupé entre guillemets des gens qui sont en face de soi. Enfin, en tout cas, ça questionne quand on a quelqu'un qui peut vous filmer, vous photographier. On lui parle différemment, donc ça change vraiment la relation. Donc là, l'idée, c'est vraiment plutôt d'augmenter l'info et d'augmenter la relation par le numérique. Bon, après, je crois que c'est comme tous les outils, ils peuvent faire le meilleur comme le pire. Oui, c'est ça, ça peut être les limites effectivement qu'on pourra découvrir au fur et à mesure. Là, c'est un autre exemple, en fait, c'est sur l'office de tourisme d'Aix-en-Provence, où cet office de tourisme, en fait, majeur, qui est en bas du cours Mirabeau, permet aussi d'alimenter 30 autres offices de tourisme qu'on va trouver tout autour du pays d'Aix. Donc, ce qui a été fait là, c'était une remise à plat effectivement de l'architecture numérique pour que cette architecture numérique fonctionne in situ sur Aix, mais aussi fonctionne et alimente et draine les 30 autres offices de tourisme pour pouvoir créer cette synergie de territoire où chacun peut accueillir ces nouveaux services connectés. Et là, j'ai quelques slides pour vous présenter, on va dire, l'envers du décor voilà, par exemple, ça c'est un slide pour qu'est-ce qu'on fait avant de positionner ça dans l'espace. Donc on s'est donné des fonctionnalités sur un schéma qui est un petit peu mystérieux, mais où on travaille à la main, où on va déjà commencer à regrouper des fonctionnalités, hiérarchiser l'importance des sujets qu'on va traiter et les organiser les uns par rapport aux autres. Oui, c'est intéressant. Et justement, dans ce travail de recherche, est-ce que c'est un travail collaboratif? Est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans le détail, sans dévoiler vos secrets, mais dans le détail de la méthode, justement, pour déterminer... C'est sûr que typiquement, sur le projet de l'Office de tourisme d'Aix, c'est un travail complètement collaboratif qui a été mené en partenariat avec les équipes de l'Office de tourisme pour à la fois traduire le positionnement stratégique et marketing du territoire, de le traduire dans le lieu, dans son design et dans ses services. Et ensuite, tout un travail qui a été fait sur la définition des services avec les équipes pour savoir ce dont ils avaient vraiment besoin, comment ils voulaient le jouer, comment on allait l'organiser. Et avec tout ce cahier des charges co-construit, réalisé avec ces idées qui sont venues de l'office ou qui sont venues de nous, on a co-construit, on va dire, un espace totalement nouveau et totalement innovant, on va dire vraiment à l'échelle européenne par rapport à cet accueil numérique. Parce qu'effectivement, c'est un office unique en Europe en fait. Alors moi j'avoue qu'effectivement, au-delà de l'aspect touristique que vous allez développer, c'est un véritable lieu de vie en fait. Parce que je suis allé récemment à l'office du tourisme, j'avais besoin d'une connexion internet, je me suis un peu assis, je suis resté quelques temps, j'avais pas besoin d'informations touristiques. Et en fait, il y a plein de jeunes qui déambulent en fait dans les couloirs, il y a un espace boutique, donc effectivement c'est beaucoup plus transversal qu'on ne peut le penser. C'est-à-dire que ça a vocation à promouvoir le tourisme, mais ça aussi, effectivement, ça a un pouvoir d'attraction sur les populations, même locales. C'était assez intéressant. Absolument, c'est-à-dire que le public de l'office de tourisme, c'est autant des Aixois, c'est même plus des Aixois que des gens qui viendront de l'étranger, même c'est vraiment une toute petite minorité qui vont venir de l'étranger. La grande majorité des gens qui viennent sur place, c'est des gens de l'office de tourisme. Donc après, le lieu, il est fait aussi pour ces personnes-là. Donc le but, c'est que le lieu puisse répondre aux besoins des gens qui sont sur place, il doit répondre aussi à des gros afflux étudiants qui arrivent à la rentrée, c'était une cité étudiante, donc là aussi, il fallait rendre un lieu modulaire et modulable avec des informations à mettre en avant en fonction d'une période ou d'une autre. Donc là, on voit un peu comment on a organisé le lieu, comment on a organisé les différentes fonctionnalités, comment on les a rendues sur le design. Et après, l'intégralité du design sert à positionner l'image du territoire, à rendre les services,
Là, on est sur des écrans personnalisés. L'interface qu'on voit qui est sur le fond jaune, en fait, elle peut monter ou descendre pour se mettre à la hauteur d'une personne qui va être en fauteuil handicapé ou monter tout en haut parce qu'on est rugbyman en mesure de mettre de haut. Donc tout ça, c'est pour s'adapter, voilà, aux usages et aux usagers qu'on va trouver sur place, sans être obligé d'avoir une borne spéciale personne handicapée, une borne spéciale rugbyman, une borne spéciale... Beaucoup plus souple. Voilà, du coup, c'est beaucoup plus souple. C'était l'avantage. Ensuite, là, on a par exemple un design qui est un clin d'œil, on va dire, à la Sainte-Victoire et à Vasarely. Donc, on va dire, c'est une Sainte-Victoire designée à la manière de Vasarely, qui est là pour donner la géolocalisation de l'information. Donc, sur cette partie-là, le but, c'est d'arriver à se repérer sur une carte et donner tout ce qui peut se passer autour de cette carte-là. L'autre endroit après, ça va être il y a le coin des peintres qu'on voit, qu'on a mis à côté du comptoir du Pays d'Aix, où sur ce petit mur du comptoir des Pays d'Aix, on va retrouver des croix qu'on trouve sur des vieilles portes aixoises, mais on a travaillé ces croisements noirs aussi en rappel aussi avec le pavillon noir qui est pas très loin, qui est aussi une architecture remarquable de Aix. Donc on peut travailler le lieu à la fois, enfin surtout les signes, toute la sémiologie du lieu, c'est les couleurs, les textures, les formes, les contenus et tout ce qu'on peut traduire. Et là donc on est vraiment dans l'aspect innovation pour améliorer l'expérience client. Si on considère le touriste qui visite l'office du tourisme comme un client potentiel en tout cas. Oui, on a envie que quand ils visitent cet endroit, ils se disent ah, tiens, je suis dans un lieu qui est un peu exceptionnel. Il y a 500 000 personnes qui visitent le lieu, donc ça vaut quand même le coût en termes d'image de gros vecteurs de communication, de soigner un petit peu quoi. Et du coup, la plupart du temps, les gens se souviennent de ce qu'ils ont pu faire ou visiter dans l'office de tourisme. Là, on est dans l'espace boutique avec pareil un design là où on est beaucoup dans le bois. On voulait jouer sur un contraste entre le minéral et le végétal, parce que c'est vrai qu'on est aussi sur un territoire où le végétal et le minéral sont très contrastés. Donc, vous voulez aussi le traduire dans ce design de boutique. Justement, j'ai une question là qui arrive. Donc, faut-il de gros moyens pour faire de l'innovation et du design, là, justement, dans un cadre comme celui-ci, même si c'est le cadre d'une collectivité? Alors, effectivement, on va dire que sur l'office de tourisme d'Aix, il y a eu entre guillemets des gros moyens relativement à ce qu'on peut trouver dans d'autres offices de tourisme. L'aménagement ou ce qu'on a pu faire, le fait qu'on puisse le mutualiser et le rendre bénéfique pour 30 autres offices de tourisme fait que le budget finalement à l'arrivée il n'est pas si énorme que ce que ça peut paraître à première vue. Mais on peut innover avec moins de moyens. On l'a fait avec le musée Arlatin, on l'a fait avec d'autres intervenants. Avoir des moyens, effectivement, il faut en avoir un peu, mais c'est pas forcément parce que on se dit qu'on a peu de moyens que il faut se mettre des freins en disant qu'on pourra jamais rien faire. On peut faire des choses. Le tout, c'est de faire des choses qui soient à notre échelle. Oui. D'ailleurs, là, on va changer d'échelle. On peut passer à l'échelle micro, avec du coup des choses qui ont été développées pour des réceptifs, par exemple. Oui, effectivement, ça va redonner l'échelle pour nos spectateurs des entreprises. Voilà. Par exemple, des solutions RFID, des solutions sans fil, c'est des solutions qui peuvent faire peur. Mais avec ces solutions-là, avec un peu de moyens, on peut faire des choses très intéressantes. Par exemple, on peut faire de la gestion de stock en temps réel pour un hôtel. Et on peut avoir un local, par exemple, avec plein de produits d'entretien, sauf qu'on ne sait jamais si on a acheté 10, 20, 30 bouteilles, qu'on en a 2, 20, 100, 200 en stock, à part de les compter chaque année, voilà. Mais avec un petit local équipé, on va dire, d'une étiquette RFID sur les bouteilles et d'un capteur à la sortie, on peut tout à fait avoir un comptage de stock en temps réel. Des services comme ça, on peut en mettre... on peut faire le tour, et il y a vraiment plein de choses intéressantes pour faire gagner du temps. On peut gérer des programmes de fidélisation. C'est ce qu'on est en train de prototyper avec un système de cartes RFID. Bon, je vais peut-être pas plus développer ici parce qu'après, pour l'instant, c'est au stade de prototype. On peut faire des paiements sur place, et ça peut être intéressant pour un réceptif. Du coup, on manie moins d'argent, il y a moins d'argent dans les caisses, il n'y a pas de liquide, c'est beaucoup plus simple. On peut faire des coffrets cadeaux, on peut faire des passes touristiques pour un office de tourisme, faire un pass pour faire des visites de château, pour faire le circuit des peintres, etc.
pour thématiser des visites. Ça peut être super intéressant. Et c'est pas forcément des moyens colossaux. C'est une infrastructure, c'est une architecture. Si elle est pensée un peu en amont, ou même elle peut être pensée en aval, on peut mettre en place des choses intéressantes à moindre coût. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je rebondis sur les process, en fait, sur l'innovation. Ce que va apporter l'innovation dans le process. Optimisation des coûts de personnel, sur l'amélioration des process, meilleure gestion des stocks. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, en fait, dans l'innovation. Et c'est intéressant que même en parlant de design ou de numérique, on puisse aborder justement cette capacité d'innover et d'améliorer les process pour avoir une meilleure performance, voire une meilleure, en fait, un meilleur contact client d'ailleurs, répondre mieux aux attentes des clients, j'imagine. Bien sûr, parce qu'on perd moins de temps sur des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée, on peut se concentrer sur les tâches qui ont vraiment de la valeur ajoutée, faire du conseil, de l'accompagnement, etc. Donc tout ça, c'est intéressant. Par exemple, il y a aussi tout ce qu'on peut faire avec les dispositifs de QR code. Les QR codes, typiquement, ça va pas coûter très cher. Un abonnement à une plateforme, et puis c'est réglé. Mais on peut calculer, par exemple, un itinéraire. Vous pouvez le mettre sur la clé. Nous, ce qu'on fait, voilà, on le met sur la clé de l'hôtel, ou on le met sur une brochure, et on va calculer l'itinéraire automatiquement pour que la personne puisse se retourner à l'hôtel. Donc, elle peut se perdre dans la ville, et hop, elle flash son QR code, et elle sait qu'elle pourra revenir à l'hôtel très facilement. Très bien. Jérôme, alors moi j'ai effectivement, comme c'est mon premier webinaire, j'ai raté une question, donc je vais vous faire repartir en arrière. Oui. Et donc on a une question d'un internaute là qui nous dit 500 000 personnes dans un lieu comme l'Hôtel, ça devient une véritable destination touristique en soi. Quelles offres nouvelles, non numériques, alors ont été inventées? Comment je peux le traduire? Voilà, qu'est-ce qui n'a pas encore été inventé en matière de numérique qu'on pourrait valoriser, j'imagine, hein, parce que le numérique était passé par là. Alors attendez, comment quelles offres nouvelles, offres non numériques ont été inventées ou pas encore parce que le numérique était passé par là? D'offres nouvelles. Alors qu'est-ce qu'on... Oui. Alors moi, si je crois comprendre pour la question, il y a des choses. Par exemple, bon, ce qui est nouveau et pas nouveau, c'est que par exemple sur l'office de tourisme, le fait de regrouper dans une boutique tous les gens qui produisent quelque chose, enfin que ce soit culinaire, gustatif ou pas, sur le pays d'Aix, est quelque chose d'intéressant. À partir de là, à partir du produit, par exemple, on peut remonter au service. Par exemple, il y a des vins qui sont à la vente, mais à partir de ces vins, vous pouvez remonter au programme monotouristique de la propriété qui est proposé. Vous voulez acheter des calissons, vous pouvez être informé qu'il y a une visite de musée du calisson. Il y a des fabricants de santons qui vont visiter leurs ateliers. Donc vous pouvez à partir du produit remonter sur ce qui va pouvoir vous être proposé, vous, en tant que touriste, sur le lieu. Accès à l'information, faciliter l'accès à l'information, notamment. Faciliter l'accès à l'information et regrouper une information cohérente avec une ligne éditoriale intéressante sur un lieu où, effectivement, c'est que des gens qui fabriquent sur place des produits qu'on va pouvoir trouver qu'ici. Et apparemment, notre internaute est très surpris du chiffre 500 000 personnes par an dans un lieu comme celui-ci. Du coup, vous confirmez le chiffre? Oui, tout à fait, je confirme le chiffre, c'est celui qui m'a été donné. J'ai vu passer beaucoup de monde dans l'office, je vous confirme. Merci. Après, je ne les ai pas comptés un par un. Donc on était sur les usages des QR codes par exemple. C'est vrai qu'ils ont mauvaise réputation en France en disant ils sont pas flashés, ils sont pas utilisés, mais effectivement il faut voir l'usage qu'on met derrière le QR code. Oui. C'est pour flasher un QR code pour atterrir sur un site internet qui est même pas responsive ou qui s'adapte même pas à l'écran. Bon, quel usage? J'attendrai d'être chez moi pour aller visiter le site. Par contre, si le QR code me donne l'accès, mon itinéraire pour me rendre à ma manifestation ou sur mon lieu touristique, là ça va peut-être plus m'intéresser. Si ça me donne directement de l'information qui est en lien avec l'endroit où je me trouve, ça va peut-être plus m'intéresser. Si ça me permet de m'inscrire directement pour telle ou telle chose, ça m'intéressera peut-être plus aussi. Oui, alors si j'interprète, c'est comment on fait bon usage d'une innovation qui potentiellement est intéressante. C'est parce qu'on l'utilise pas forcément toujours à bon escient qu'effectivement on considère qu'elle n'est pas forcément pertinente. Voilà, je dirais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain en fait. Voilà. Et bien souvent c'est ce qu'on fait, de toute façon les QR codes c'est nul, ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. L'usage qui a été fait jusqu'à présent, effectivement, servait à rien. Donc ça n'a pas forcément développé d'envie de les utiliser. Ouais. Mais s'il y a un service plus intelligent qui est derrière, c'est flashé. Hein.
des systèmes de réservation qui fonctionnent. Il y a des cas où vraiment ça fonctionne bien. Oui. Alors on est peut-être un peu en retard par rapport à certains pays sur les technologies sans contact aussi, j'imagine. Les technologies sans contact, oui. Après, il y a des choses qui se développent beaucoup à l'heure actuelle. Il y a des choses très intéressantes à faire. Mais est-ce qu'on est en retard? Bon, tout est relatif. Hein. Après, effectivement, les nouveaux smartphones vont arriver avec toute cette technologie sans contact, donc ça sera intéressant de se positionner de prévoir en tout cas cette arrivée de cette nouvelle technologie-là. Oui, d'ailleurs, pour les professionnels, des enjeux et des développements possibles en utilisant ces technos. Ouais. Oui, parce que même ces technos sans contact, on va maintenant recharger son téléphone avec ces technos sans contact, avec des systèmes, je sais plus comment ça s'appelle, de plaque induction, voilà. C'est un clin d'œil pour Alexis. Et voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nous on a développé une plateforme de QR code qui nous permet de gérer les redirections. Ouais. Par exemple, si mon adresse d'hôtel a changé, ou si je sais pas, tel événement change de lieu, on n'est pas obligé de réimprimer le QR code. On sait gérer une redirection pour dire finalement c'est plus vers A qu'il faut aller, mais vers B, sans être obligé de réimprimer tous les éléments. Ce qui n'est pas le cas si vous êtes sur toutes les solutions qui sont en ligne. D'accord. Gratuitement, qui ont leurs avantages, mais bon, après qui ont certaines petites limites. Et ensuite, il y a des innovations qui peuvent paraître pas très innovantes, mais ne serait-ce que de faire un site internet ergonomique bien référencé et avec du sens. Ce qu'on a fait pour le réceptif du domaine d'Anglas, on a augmenté de 70% leur réservation après la mise en ligne du site internet. Voilà, d'une saison sur l'autre, c'était un plus 70%. Mais ça, voilà, c'était certes des moyens pas forcément très importants, mais avec un design bien réalisé et un développement propre et bien optimisé pour le référencement naturel, on arrive à des résultats qui sont très probants. Qui sont probants, d'accord. Un autre exemple, c'est la visite d'usine des calissons du Roi-René. Bon, c'est un gros artisan, hein, ils font beaucoup de chiffres d'affaires, ils ont une grosse usine au nord de Aix. Et là, on a pu faire une visite d'usine avec des services numériques assez rigolos. Là, j'ai quelques planches aussi à vous présenter sur cette partie réalisation. Alors, est-ce que ça va? Ouais. Et j'avoue qu'effectivement, en termes de diversification, c'est une application qui est, en tout cas, c'est un développement qui est très intéressant pour les artisans ou alors un gros artisan, puisqu'on parlait des calissons. Du Roi-René qui sont quand même à une échelle presque industrielle. On peut dire ça. Mais effectivement, l'innovation permet justement d'accentuer en tout cas la possibilité de diversification, de visite d'entreprise, de notoriété de l'entreprise, avec un certain nombre d'outils que vous allez nous expliquer peut-être. Ouais. Pour eux, l'enjeu est effectivement de diversifier leur activité, de faire venir, l'objectif c'est 100 000 touristes, 100 000 visiteurs dans l'usine. Je crois qu'ils sont pas très loin de leurs objectifs. Ils avaient un objectif aussi de chiffre d'affaires sur la boutique. Là, je sais que l'objectif de chiffre d'affaires est dépassé. Donc c'est aussi une manière de nourrir la marque. C'est une manière de créer un attachement aussi plus fort avec le produit lors de cette visite. Là, j'ai encore quelques planches, par exemple, pour vous faire voir ce qui se passe avant de designer. Donc là, c'est une planche concept avec, on va dire, des ambiances où on cherche à allier modernité, simplicité, gourmandise avec peut-être un univers plus adulte. Et à partir de ces planches concept, après on développe nos créations. Alors est-ce qu'on est proche du marketing sensoriel ou de l'innovation en sollicitant tous les sens quand on fait cette visite, par exemple? On peut solliciter tous les sens, effectivement. Alors on avait fait c'était à l'office de tourisme, ça c'est encore quelques esquisses qu'on voit. On peut solliciter, là c'est principalement les sens visuels, le toucher et le goût. On n'a pas les odeurs. On avait tenté de le faire sur l'office de tourisme d'Aix avec un petit sas multisensoriel avec du son, des images interactives au sol et des odeurs. On a eu du mal à le maintenir en fait. C'est des réglages qui sont un peu compliqués. Et puis après, bon, peut-être des odeurs. Bon, la peur d'avoir des odeurs entêtantes. On est au bout. Voilà. Donc ça, c'est après quelques. Donc je crois que je vais conclure.
On va peut-être voir quelques images. Quelques images, les freins peut-être rapidement. On peut l'innovation. Donc ça, avant de passer aux questions. Réalisation 3D avant d'y arriver. Je voudrais juste faire voir les interfaces homme-machine un peu vintage qui sont assez rigolotes. Ah oui. Là, on a une machine à fabriquer les calissons de manière virtuelle. Et là c'est la visite de l'usine en 3D temps réel. On se balade, on a des petites vidéos qui se déclenchent à la réalisation sur les machines. Là, on a l'interface pour réaliser les calissons. Donc là, vous avez des petits outils que vous pouvez faire fonctionner sur votre table tactile. Et avec le fonctionnement de cette table tactile, et quand vous avez bien enchaîné toutes les opérations de fabrication, vous mettez tout ça au four et on vous délivre un vrai calisson. Voilà, c'est notre ligne éditoriale du virtuel vers le réel. Ça a beaucoup de succès. L'écran tactile vers le calisson. Et effectivement, ça a beaucoup de succès. Et là, on peut dire vraiment de 7 à 77 ans, il n'y a pas de souci, tout le monde a envie de jouer à faire des calissons. Et là, ça renvoie directement à la boutique. Là, oui, d'une manière à optimiser effectivement les retombées économiques in fine. J'avais bien envie aussi de présenter ce visuel-là parce que en fait, sur ce visuel, on a deux images qui sont pas évidentes à distinguer l'une de l'autre. On a une vue qui est 3D, qui était vraiment l'image virtuelle du lieu, et une vue qui est avec une prise de vue une fois que le lieu a été réalisé. C'est juste pour montrer ce qu'on est capable de faire, proposer avant et de réaliser après. Donc on arrive vraiment sur des choses assez réalistes et assez bluffante en termes de réalisation, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Alors, on arrive à la conclusion, le dessert. On me fait signe qu'il faut que on avance un petit peu. Les freins et les accélérateurs de l'innovation. Alors, quels sont les freins? Est-ce qu'on commence par les freins? Oui, on commence par les freins. Commençons par les freins. Alors souvent on se dit, il va me falloir beaucoup d'argent, je ne vais pas y arriver, etc. Donc effectivement, la définition de l'enveloppe, elle est importante pour savoir si on va innover avec potentiellement 5 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros, 200 000 euros, 600 000 euros. Où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on met le curseur? C'est un peu comme dire je voudrais construire une maison, mais je sais pas le budget. Donc on sait à peu près que, enfin voilà, une maison c'est peut-être plus simple. On sait que c'est 1500, 1200 euros du mètre carré. Les grandes échelles. 2000 euros, voilà. Donc dans les grandes échelles, on sait que voilà, avec 100 000 euros, on pourra peut-être faire pas tout à fait 100 mètres carrés, 200 000 euros peut-être un peu moins de 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés. Ça donne des idées, des ordres d'idées, des échelles. Mais sans savoir un peu les moyens on est en capacité de mobiliser pour le faire, c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est pas non plus important. Enfin, il faut pas non plus se dire voilà, si j'ai pas 200 000 euros, je pourrai jamais rien faire. C'est pas vrai. Oui, ça dépend comment on considère l'innovation. Alors on rentrera pas dans le débat aujourd'hui parce que c'est effectivement un peu plus long, mais on peut faire de l'innovation ce qu'on appelle incrémentale, c'est de l'amélioration par rapport à l'existant qui correspond quand même à de l'innovation et qui va apporter une valeur ajoutée à son client en tout cas. Absolument, c'est-à-dire on n'est pas obligé de tout révolutionner, mais on peut faire des petites innovations qui sont sur l'existant et qui facilitent la vie. Et la grosse innovation, c'est de pouvoir gagner du temps et de l'efficacité à l'arrivée. Ensuite, ce que je dirais, c'est que les organisations pyramidales sont pas du tout adaptées pour l'innovation. Elles étaient adaptées à une époque où l'information était descendante, où c'était très bien, le chef avait l'information, il la faisait descendre s'il voulait ou s'il voulait pas, et en tout cas il avait le pouvoir et cette légitimité assez facilement, et on va dire que tout le monde se mettait en ordre de bataille derrière le grand chef indien. Ces organisations pyramidales à l'heure actuelle, elles sont un peu explosées par le développement de l'univers numérique qui rend l'information montante, descendante et transversale. Ce qui fait que la pyramide, c'est absolument plus gérer ça et qu'on voit pas mal de pyramides à l'heure actuelle se fissurer et pas arriver du tout à gérer ces évolutions-là. Donc c'est vrai que souvent l'innovation, ça nécessite de changer l'organisation, de revoir les organisations hiérarchiques, de revoir le temps d'un projet, la manière de fonctionner. Oui, alors surtout à l'heure de l'économie collaborative, de la co-création, j'imagine que ça accélère encore le phénomène en fait de destruction de l'organisation pyramidale. Voilà, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de choses qui bousculent à la fois des marchés, des organisations de marché, et des révolutions. Une par jour qui arrive. Donc c'est vrai que pour arriver à rester au jus, c'est assez sportif, on va dire. Après, on peut se dire qu'on n'a pas les compétences disponibles, soit en interne, soit en externe. C'est vrai qu'après, à un moment, nous, quand on va développer un site internet, la personne qui nous l'achète 9 fois sur 10, elle n'est pas en capacité de juger la qualité du code qui va être proposé derrière. Donc il faut nous fasse confiance sur notre bonne tête, ou ce qu'on fait parfois, c'est qu'on travaille avec des tiers de confiance en fait, qui regardent ou qui assurent ou qui rassurent quant à la manière dont ça a été développé pour être mis en œuvre.
Ensuite, il y a la notion de taille critique. On se dit, bon, on est petit, on peut pas faire grand-chose. Alors, des fois, justement, quand on est petit, on est plus rapide et on peut faire des tas de choses. Il y en a La peut-être notion moins de moyens. d'agilité. Il y a la notion d'agilité. Des fois, quand on est gros, c'est compliqué d'arriver à faire rentrer l'éléphant Ouais. dans un magasin de porcelaine. Donc une grosse opportunité pour les petites structures qu'on soutient localement, notamment, qui peuvent avoir plus d'agilité que les grosses structures dans la mise en œuvre de l'innovation d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que le numérique, ça permet d'avoir des réseaux qui permettent de décentraliser. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à une époque, les gros réseaux centralisés donnaient un gros atout à des grosses structures. Le fait que maintenant les réseaux soient complètement explosés, le fait d'être une petite ou une moyenne structure, c'est pas forcément un inconvénient pour pouvoir innover, au contraire. Et ensuite, il faut vraiment avoir l'envie de le faire avec la notion de leadership, parce qu'effectivement, quand vous innovez, vous avez contre vous tous ceux qui voulaient pas bouger et tous ceux qui voulaient faire un peu ce que vous vouliez faire. Donc, Oui. quoi qu'il en soit, vous êtes toujours dans une situation où il va falloir peut-être ramer un peu au début, mais après, ça fait tellement plaisir quand c'est lancé. Voilà. Et nous, ce qu'on rencontre souvent, effectivement, c'est des acteurs de terrain qui sont un petit peu déboussolés par tous ces changements-là, avec pas mal d'idées reçues. C'est-à-dire que bon, souvent on arrive par la technique, on en oublie les usages. Souvent, on nous dit voilà, je voudrais faire, je sais pas, un site responsive ou je veux faire une appli. Ok, mais bon, le but de ça, c'est quoi? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous recherchez? Et à partir de là, on va trouver des solutions. Et la technique est rarement la limite à l'heure actuelle. C'est vraiment les usages qui donnent le tempo. Ensuite, il y a des gens qui ont eu des expériences malheureuses. C'est vrai que des sites internet, des gens que l'on a croisés qui avaient acheté des sites très chers et qui étaient pas très bons, des sites pas très chers et qui étaient pas très bons. Enfin, tout le monde est un petit peu perdu sur le sujet. Et voilà, il y a vraiment une incompréhension au niveau des nouveaux usages et comment on peut faire. Donc pour nous, oui. Et du coup, effectivement, le fait d'avoir des acteurs de terrain déboussolés, c'est qu'il y a un manque d'accompagnement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'avoir un peu un cadre, en tout cas des gens qui vont permettre d'y voir plus clair en fait sur les bonnes pratiques, les enjeux en fait, et l'accompagnement, j'imagine. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde développe des solutions packagées, donc tout le monde arrive avec son truc packagé, qui répond pas forcément aux besoins de la personne concernée. Mais l'objectif, c'est de vendre ce pack. Et donc certains ont acheté des packs qui fonctionnaient pas ou qui répondaient pas à leurs besoins, et puis d'autres se rendent bien compte que ça marche pas tout à fait comme ils auraient voulu. Et pour le coup, on est vraiment à la marge de l'innovation là, dans le fait d'avoir une offre packagée qui est un peu antinomique par rapport à la notion d'innovation en fait, qui sous-entend quand même de personnaliser un minimum le développement du projet en fonction de l'interlocuteur, j'imagine. Et je trouve que dans l'univers du tourisme, la personnalisation, c'est vraiment un enjeu crucial. Sinon, on se balance dans un univers. On est mainstream en anglais, c'est moche, mais bon, c'est un peu tiède, quoi, voilà, à l'arrivée. Donc la personnalisation, c'est vraiment une manière de donner du relief, du peps, de l'intérêt à ce qu'on développe. Et alors, 2 mots pour accélérer. Alors 2 mots pour accélérer, j'avais juste une citation pour accélérer en fait sur la conclusion. J'aimais bien cette citation de Francis Blanche. C'est face à un monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Alors, moi j'adore, hein, franchement. C'est vrai qu'on cite tout le temps Steve Jobs, mais bon. Moi j'aime bien Francis Blanche dans le numérique. En fait, c'est ce contre-pied que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est toujours nouveau. Et finalement, si on creuse un petit peu, c'est pas si nouveau que ça. Par contre, c'est la manière de le mettre en œuvre certainement qui est nouvelle, pardon. Et c'est cette manière de le mettre en œuvre et de penser ce changement qui je trouve manque à de nombreux niveaux et qui est intéressante à partager. Nous, on a des expériences dans de nombreux domaines. On est souvent frustré de ne pas arriver à la partager au niveau qu'on aimerait la partager. Parce qu'on a fait des choses qui ont très bien marché, on a fait des choses qui ont très bien pas marché. Et c'est justement ces tâtonnements qui sont intéressants, qu'il faut avancer. C'est l'occasion, en tout cas aujourd'hui, de partager justement un certain nombre de ces expériences. Alors j'ai une question, internaute. On utilise tous le mot innovation, mais en matière de numérique et de design, qu'est-ce qui reste vraiment inventé? Enfin inventé. Alors justement, oui, la notion d'inventer. On vient de dire qu'effectivement, il y avait encore plein d'espaces d'innovation en fonction du curseur, effectivement, où on met le curseur. Mais après, voilà, est-ce qu'on peut encore
avoir des espaces d'innovation dans le numérique à la vitesse où ça va, les moyens, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Je pense qu'il y a vraiment des espaces encore qui sont pas utilisés. En fait, c'est dans le numérique, on peut faire énormément de choses, mais c'est vraiment de penser le contenu éditorial, les usages et ce qu'on veut en faire. Il y a énormément de choses qui ont été développées. Bon, j'ai fait des tests avec des trucs très innovants, mais franchement, je vois pas les usages qu'on peut avoir. Je sais pas si je peux citer. Bon, après, je vais pas me faire des amis, mais bon. On censurera, c'est la mode. Les lunettes qu'on peut mettre devant le visage, bon, c'est bien pour peut-être visiter quelque chose qui n'a pas été construit, mais quand on est dans un lieu, avoir ces lunettes-là, ça m'a fait vomir en fait. Et de plus avoir de repères ou de contact avec ses pieds, bah, ça fait perdre l'équilibre. Donc il y a des choses qui sont très innovantes, mais ça répond pas vraiment. Enfin, il faut vraiment trouver l'usage sur lequel on est. C'est-à-dire, je vais visiter un lieu avec des lunettes. Si je suis venu dans ce lieu, c'est parce que j'avais peut-être envie de trouver autre chose, un autre contact avec la peinture, avec les œuvres, avec les sculptures ou avec cet espace. D'ailleurs, il y a des véritables stratégies. Je discutais avec le maire de Lourmarin récemment qui disait qu'il refusait de mettre un certain nombre de contenus sur le net de manière à continuer à faire venir les gens pour visiter son village, pour ne pas tout dévoiler en fait sur Internet. Donc c'est une véritable stratégie qui effectivement utilise l'innovation, le contenu, le numérique, mais on va dire au bénéfice quand même des touristes physiques en fait qui vont se déplacer sur place. Et je trouve que c'est une démarche intelligente, cette espèce de teasing en fait, parce qu'effectivement sur Internet, en plus de ça, les contenus on les lit souvent en diagonale, et si on veut vraiment rentrer profondément dans un contenu, bah il faut passer sur un autre média, et sur place ou ailleurs. Alors quelques autres questions qui rentrent. Alors déjà pour le résultat en fait du développement de l'Office du tourisme, c'est 744 000 personnes en 2014 qui sont passées à l'OTEDx. Bon. Donc c'est voilà. Okay. Mais moi j'étais sur des vieux chiffres de l'époque, donc c'est encore mieux. Je suis enchanté de me dire qu'en plus de ça, ça a drainé encore plus de monde. Alors j'ai une question, des exemples que vous avez vécu d'usage effectif de vos applications différents des attentes de vos clients. J'ai pas suivi. Est-ce que c'est un détournement d'usage? Alors des exemples que vous avez vécu d'usage effectif de vos applications différents des attentes de vos clients. Oui, j'imagine que c'est comment j'avais prévu qu'on utilise mon application comme ça et en fait ça a été utilisé de manière détournée. Ben, là typiquement sur l'Office de tourisme d'Aix, sur l'accueil numérique, on est partenaire d'une thèse avec l'Université d'Avignon et donc on est en train de regarder tous les usages liés à ce lieu d'accueil. Et on a vu des choses assez rigolotes, c'est-à-dire que le concept il n'a pas été mis en œuvre totalement par rapport à ce qu'on avait prévu ou pensé. On avait prévu d'avoir des cartes RFID pour récupérer le carnet de route. N'ayant pas ce service, les gens du coup vont sur les écrans et du coup il y a quelque chose d'assez nouveau qui se développe, c'est l'usage du papier et des écrans. C'est-à-dire que on va être sur les écrans et on va annoter sur sa carte ou sur son papier les informations qu'on va avoir sur son écran. Donc c'est ce mariage du papier et de l'écran qui est assez rigolo. Comme quoi ça finit pas, c'est bien. Histoire sans fin. Jérôme, un mot de la fin? Je crois que oui, on est arrivé au bout de cette présentation. C'était voilà, j'espère que moi c'était un plaisir de le faire avec vous et j'espère que voilà, j'ai pu partager, on a pu partager un peu plus de nos expériences et de notre notre savoir-faire sur le sujet. Moi, pour conclure, merci Jérôme de cette intervention et de ces cas d'école en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avait des cas réels en fait d'innovation, d'accompagnement de professionnels et de collectivités. Quelques dates à retenir. Donc demain, nous aurons un deuxième webinaire. Donc je vous donne rendez-vous à 15h. On parlera de stratégie de services innovantes avec Ludovic Perrault de Relations Digitales. Le 9 novembre, donc je parlais au début de ce webinaire d'une série d'ateliers. Donc on aura les ateliers laboratoires Tourisme Innov. Et le premier atelier se déroulera dans le cadre des Docks de Marseille, donc le nouveau lieu très fashion de Marseille, où on pourra cogiter et co-créer des projets. On vous donnera plus d'éléments sur Internet très rapidement. Le 17 novembre à Lourmarin, dans un Fab Lab qui s'appelle La Fruitière, une coopérative fruitière qui a été transformée en Fab Lab, donc exceptionnel, donc ne manquez pas à ce rendez-vous. Le 24 novembre, certainement au circuit Paul Ricard, avec une course électrique pour détourner les usages. Et le 25 novembre du côté de Nice. Et j'en profite pour remercier tous nos partenaires, donc sans qui on n'aurait pas pu faire ces opérations-là. Bien sûr, Jérôme, encore une fois merci. Le Conseil régional PACA, la CCI région PACA, avec toutes les CCIT qui se sont mobilisées autour, l'espace coworking et le World Trade Center de Marseille,
nos amis des clusters Primi, donc le cluster de la région multimédia, PCE en matière de tourisme d'affaires, donc incontournable en matière de tourisme d'affaires, nos amis de Provence-Alpes-Méditerranée, donc qui regroupent les logis, les gîtes et les hébergements indépendants, et enfin l'ESCAET, donc école de tourisme à Aix-en-Provence. Et merci à Nastéo pour l'application technologique qui nous a permis de vous diffuser cette émission aujourd'hui. Merci encore, au revoir. Merci.